if I speak, I am in big trouble. Bonjour à tous, bonjour à toutes, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en cette fin de semaine. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super, voilà, content de vous retrouver en cette semaine européenne. Voilà, les matchs qui défilent, ça fait plaisir d'avoir de la Ligue 1 le week-end et des clubs de Ligue 1 qui performent en plus en milieu de semaine en compétition européenne, que ce soit en Ligue des Champions ou en Europa League. Donc voilà, très content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, voilà, que votre semaine se passe bien, que vous êtes prêts à attaquer un nouveau week-end de Ligue 1. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que peut-être vous attendez après la vidéo des tops qui est sortie en début de semaine. Forcément, il fallait passer par là les flops. Malheureusement, quand on fait les tops, on s'attend à voir les flops. Quelle meilleure journée pour faire les flops que le jeudi. Pour moi, l'un des pires jours de la semaine, donc on sort la vidéo des flops un jeudi, c'est parfait. Tout est dans l'ordre. Le concept, il est simple. On est revenu sur des choses qui m'ont plu, que ce soit des joueurs, des entraîneurs, des équipes qui m'ont plu dans ce début de saison, dans la vidéo en début de semaine. Et aujourd'hui, on revient sur des choses qui m'ont beaucoup moins plu, même parfois des choses qui m'énervent, je dois le dire. Enfin, qui m'énervent au niveau du football, hein. Ça va, ça reste ok. Mais voilà, concept assez simple. J'espère que ça vous fera plaisir. Et j'espère pour vous que je ne parlerai pas de votre équipe, parce que c'est pas le bon endroit où se trouver. On peut commencer directement avec la première chose sur laquelle j'ai envie de parler. Malheureusement, il est possible dans cette vidéo que je tire un peu sur des équipes. C'est vrai qu'on n'aime pas trop tirer sur l'ambulance, c'est-à-dire tirer sur des équipes qui vont mal et on s'y attendait. On s'attendait au fait qu'ils pourraient aller mal au fur et à mesure de la saison. Mais c'est vrai que quand ça va pas, faut en parler. Et c'est vrai que côté Metz, ça va pas. Donc faut en parler. Voilà, le Metz, ça n'arrive pas, le début de saison, il n'arrive pas à se lancer. Clairement, ils sont derniers, 18e, on ne peut pas aller plus bas. Il y a 2 points après 6 journées, ils n'ont pas encore gagné de match. Donc il s'agirait de se mettre un petit peu au... voilà, faut commencer, quoi. Il y a une mission maintien qui est engagée normalement depuis la première journée. J'ai l'impression que des fois les joueurs, le staff, je sais pas, ils en ont pas conscience qu'une saison, le début de saison, il est hyper important. Quand on est une équipe comme Metz qui a l'habitude de faire le yo-yo, de faire les descentes et les remontées, on doit savoir que le début de saison, il est hyper important et que c'est là où on gagne des points qui vont jouer véritablement à la fin de la saison, quand on fera les calculs pour le maintien. Et c'est vrai que là, le début de saison, il est complètement raté côté Metz. Les points, ils n'arrivent pas à être engorgés, même quand il y a des bons matchs, entre guillemets, mais quand c'est contre des équipes plus faibles, forcément, c'est là où ils peuvent défendre un peu plus leur chance. Metz, ils n'arrivent pas à prendre les points, en fait. J'ai en tête, par exemple, le match contre Angers, où ils mènent 1-0 et ils n'arrivent pas à garder le résultat. Ils se font rejoindre au final face à une équipe d'Angers qui, on en reparlera peut-être dans cette vidéo, malheureusement, a des problèmes offensifs. Tu prends quand même un but par Angers, tu n'arrives pas à maintenir le résultat. C'est vrai que c'est handicapant. En plus, ça avait plutôt bien commencé la première journée face à Strasbourg. Voilà, le match n'était pas mauvais. C'est vrai qu'il y avait peu d'occasions, mais au moins, ils en concédaient pas tant que ça. Ils ont fini quand même par perdre. J'ai l'impression que ce qui est un peu problématique pour moi, ce qui m'énerve le plus, c'est pas tant qu'ils soient en zone de relégation ou pas avec pas de victoire, ça voilà. Mais c'est vraiment une défense qui n'arrive pas à concrétiser des fois des matchs qui sont plutôt aboutis. Au final, ils sont jamais aboutis parce qu'ils font que prendre des buts. En fait, il n'y a aucun clean sheet. Ils encaissent tout le temps. Ici, il y a un clean sheet contre Le Havre. Mais bon, on est obligé d'avoir un match morbide, soporifique au possible pour avoir un point contre Le Havre.
Donc ça, c'est vrai que c'est très compliqué. Ouais, la défense, ouais, on peut employer les termes, elle est catastrophique. La défense, elle en a pris 5 contre, 5 contre Monaco, 3 contre le Lyon et contre le Paris FC. Lyon, encore Monaco, bon, on t'en prend 5 contre Monaco, ça va, je peux accepter. Monaco, super équipe, même s'il y a des choses qui vont pas, on en reparlera. Restez connectés les supporters monégasques. Bon, on t'en prend 5 contre une des meilleures attaques de Ligue 1 qui a fait ses preuves avec des joueurs de qualité. Bon, voilà, on peut te le tolérer. Un peu moins tolérable déjà quand on prend 3 contre Lyon. Lyon, top équipe de Ligue 1, on en a parlé dans la vidéo des tops. Il y a vraiment des belles choses. Malheureusement pour Metz, je crois qu'ils les jouent quand ils avaient encore Mikotadze. Donc c'est peut-être là où c'est plus compliqué, ils sont un peu plus excusables. Mais est-ce que t'en prends 3 à chaque fois t'en prends 3 aussi contre le Paris FC, qui est pas non plus reconnu au niveau de la Ligue 1, et dans ce début de saison non plus, ils font pas non plus un énorme début de saison. T'en prends quand même 3 contre eux. Donc ouais, la défense ça va pas. On a l'impression que le coach il sait pas il faut jouer à 3 ou à 5 derrière. Il y a encore des interrogations là-dessus. On a eu des matchs à 3 ou à 5, pardon, à 4 ou à 5, je sais plus ce que je raconte. On a eu des matchs à 4 derrière, notamment contre Monaco, je crois que c'était. Ça n'a pas payé. Le dernier match contre Le Havre, il repasse à 5 derrière. Au moins, ils encaissent pas de but. Il y a vraiment un problème avec les 3 centraux, notamment Gbamin, Yegbe et le troisième, ça tourne un petit peu. Ils n'arrivent pas à trouver une stabilité défensive. Il y a beaucoup trop d'erreurs qui sont commises, des espaces de malades qui sont laissés. Moi, il y a un joueur que j'affectionne en plus dans cette défense messine, c'est Kofi Kouao, qui est là depuis quelques saisons, et je trouve que son rendement, il est pas trop mal. Mais c'est vrai que dans ce Metz-là, il y a des trous aberrants. On a l'impression que chaque occasion, ça peut faire but. Chaque fois que l'adversaire il attaque, c'est dangereux. Le milieu de terrain, il n'est pas non plus à mettre de côté, hein. Le duo Deminguet-Stambouli qui est régulièrement aligné, ils n'arrivent pas non plus à tenir le ballon. Après, on parle d'une équipe quand même qui est forgée pour jouer le maintien et qui n'a pas non plus d'énormes qualités intrinsèques, on va dire. Donc évidemment, ils vont pas être là pour jouer la possession 70% tous les week-ends. Mais bon, si on pouvait un petit peu garder le ballon 10 minutes par match, on n'est pas contre, quoi. Et la défense, elle va pas être contre aussi. Le problème, c'est qu'ils font que subir et qu'en plus, ils sont pas capables de subir. Donc du coup, ils encaissent énormément de buts. Devant, ils ont récupéré Habib Diallo qui fait un peu de bien. Il a marqué un ou deux buts. On avait parlé des Georgiens dans la présentation de l'équipe, Abouashvili, Tsitsashvili. Voilà, il y a de la qualité. Gauthier Hein aussi, c'est pas mal. Sabali, c'est un jeune joueur. Mais le problème, c'est que j'ai quand même des forts doutes sur la capacité de ces joueurs-là à être des joueurs titulaires ou du moins des joueurs de Ligue 1, tout simplement. C'est vrai qu'il y en a qui ont fait leur marque et qui ont prouvé leur qualité en Ligue 2. Je pense à Gauthier, je pense à Sabali la saison dernière qui fait vraiment une saison très prometteuse et qui est grand artisan de la remontée de Metz en Ligue 1. Mais est-ce que c'est vraiment des joueurs qui sont capables de jouer à ce niveau-là? Derrière aussi, hein, c'est pareil, hein, on a les mêmes questions pour Gbamin et pour Yegbe notamment, même si c'est un jeune joueur, Yegbe, bon, bah, c'est compliqué. Le gardien, voilà, on va pas le mettre de côté parce que quand on encaisse 13 buts en 6 matchs, il y a un problème de gardien aussi. Fischer, c'est sa première saison véritablement au haut niveau, sans manquer de respect en championnat norvégien d'où il vient. Bon bah c'est vrai que là il rentre pas par la meilleure des portes. C'est un peu tout qui est dysfonctionnel à Metz. J'ai un peu du mal à voir du positif.
En même temps, comment voir du positif avec une équipe qui a 2 points en 6 matchs? Bon, voilà, ça, c'est compliqué. C'est vrai que on s'attendait pas non plus à de grandes choses, mais au moins, quand on pose le bus derrière, on tient le bus. C'est vrai que là, ça fait plaisir qu'il y ait eu un match nul contre le Havre 0-0. Je pense que ça va vraiment leur donner de la confiance. Je pense qu'ils doivent s'appuyer là-dessus, même si le match, n'allez pas le regarder en replay. Voilà. Enfin, je sais pas qui avait envie de le regarder en replay, ce Metz-Le Havre déjà, mais en tout cas, c'est pas un match intéressant. Mais ils doivent quand même s'appuyer là-dessus, je pense. Ils doivent construire une assise défensive. Ça part de là. Une équipe qui joue le maintien doit savoir jouer bloc bas défensif et pas prendre de but. Donc c'est sur ça qu'ils doivent s'appuyer. Là, ce week-end, il y a la réception de Marseille. Bon courage. Ensuite, il y a la trêve, donc il va falloir un petit peu refaire le point à la trêve. Mais, euh, mais c'est clair qu'il y a des choses à revoir côté Metz. Et le début de saison, il est complètement raté. Et malheureusement, c'est symptomatique d'une équipe qui, depuis plusieurs saisons, fait les allers-retours Ligue 1, Ligue 2. Et j'ai des doutes sur le fait que cette saison échappe à la règle, malheureusement. Donc voilà. C'est malheureux, mais c'est ce qui se passe pour Metz et on pouvait s'en douter. Là où on s'y attendait un peu moins, c'est mon deuxième point, mon deuxième flop. C'est là, j'ai même pas envie de fixer parce qu'il y a tout qui m'énerve, c'est l'équipe de Nice en général. Tout, pour moi, tout est énervant côté Nice. Désolé les supporters niçois, mais cool, par où commencer? Ouais, on va commencer par un point que je discute depuis le début de la saison, depuis la première vidéo de la chaîne présentation des équipes. On parle de la défense. Pourquoi? Parce que le patron de la défense de Nice en 2025, et je l'ai dit la semaine dernière quand on débriefait les matchs de Ligue Europa, c'est un problème, c'est que le patron de la défense de Nice en 2025, c'est Dante, qui arrive sur sa dernière saison. Après, c'est fini. Hein. Là, je ne sais pas ce qu'ils nous font. Ils sont en train de se rendre compte que sans lui, c'est la galère. Avec lui, ça tient la baraque, mais ça reste Dante, 41 ans. 42, il va sur sa 42e année. On est où là? Nice, ils sont européens cette année. Je pense que l'ambition, c'est de retourner en compétition européenne l'année prochaine. Donc, va falloir trouver des solutions. Le recrutement, il n'a pas été fait en ce sens. euh, et donc, ça les pénalise. On sait que déjà la saison dernière, il y avait les mêmes problèmes. En fait, c'est ça que je comprends pas. Bon, la saison dernière, ils font une super saison. Ils finissent cinquième, Nice. Donc c'est pas mal, mais il y avait les mêmes problèmes avec Dante. Plus quand il était blessé, ou quand il était associé à d'autres gars, c'était compliqué. Il y avait des fois des Rosario qui dépannaient, mais là il est parti. Là, on est obligé, on est obligé de se reposer sur des joueurs qui sont jeunes, en fait, qui sont beaucoup trop jeunes et qui ne sont pas prêts pour moi à jouer titulaire dans des matchs de Ligue 1. La défense alignée contre le Paris FC ce week-end, je peux vous la dire, c'est Bombito qui revient de blessure, qui joue son premier match le week-end dernier. C'est Opong qui est, je ne sais pas si c'est une recrue ou... Alors je vais regarder ça tout de suite. Où est-ce qu'il sort? Du centre de formation. Non, je crois que c'est une recrue. Tac, tac, tac. Ouais, c'est ça. Il arrive du championnat suédois 2004. Donc il a mon âge, le mec. Hein. Forcément, il faut lui laisser du temps. Et le troisième, c'était tac, 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 Mendy. 2004 aussi. Donc moi, mettez-moi dans la défense de Nice, je pense que je fais pas tâche. Je veux pas leur manquer de respect aux genoux,
Mais la moyenne d'âge, c'est quoi? C'est 20, 21, 22 ans, avec des joueurs inexpérimentés. Forcément, il y a de l'expérience quand on ramène Dante, mais il est sur sa dernière saison et il peut plus couvrir les espaces comme avant. Donc ça va pas. Le recrutement, il n'a pas été fait en ce sens. Et même dans les recrues qu'ils ont pris, moi j'ai en tête le Janssen, ils ont posé 11 millions. On sait ce que c'est 11 millions, ça va. Dans le marché actuel, 11 millions, c'est pas énorme, mais pour des équipes de Ligue 1 comme Nice, c'est déjà, je crois que c'est la recrue la plus chère de. Non, peut-être Kevin Carlos, il était plus cher cet été. Mais on va en reparler de Kevin Carlos. Johnson, 11 millions. Pas une titularisation, je crois. Des entrées en jeu poussives, mais en fait, on se demande, il a été qui s'est renseigné sur ce mec? Est-ce qu'il a été pris au pif? Peut-être qu'il a des qualités et qu'il a besoin d'un temps d'adaptation. On va pas se précipiter parce qu'à chaque fois, c'est le jeu, hein. On voit des mecs qui galèrent en Ligue 1, on dit bah ils sont nuls, faut qu'ils partent, mais des fois il faut un temps d'adaptation. On l'a vu avec des joueurs nordiques comme Haraldsson par exemple à Lille. Mais lui, là, c'est compliqué. Tu poses 11 millions, tu les poses pas au hasard. Kevin Carlos, il a des qualités, mais est-ce que c'est vraiment ce type de joueur qu'on a envie de recruter? Je sais pas. Clairement, on se pose la question. Celui, ça va, il a pas été recruté énormément. Il a été recruté 6 millions de balles, donc c'est encore OK. Mais quand même, quoi, il faut un certain. Ah, il faut que certaines choses réussissent. Après, je suis énervé sur Francaise. Et en même temps, il y a des trucs où on peut pas lui en vouloir. Il y a beaucoup de rotation dans son équipe, euh, notamment, notamment en attaque. Des fois c'est Sofiane Diop, Terem Moffi, Mohamed Ali Chaud le week-end dernier. Des fois c'est Kevin Carlos. Il y a du Jérémy Boga aussi qui intervient. On ne sait pas trop. Sur les pistons, normalement on a du Melvin Barr, Jonathan Klaus qui sont assez sécurisés. Et là on se retrouve avec la semaine dernière en compétition européenne où on apprend que Jonathan Klaus il était en retard à la causerie, donc il va pas jouer. Enfin, il faut un peu de sérieux dans le club, là. Qu'est-ce qui se passe? Là, ils se retrouvent 12e. C'est quoi leur, là, leur début de saison? C'est 2 victoires, un nul, 3 défaites. Et alors là, on peut se dire, bon, ouais, ça va, ils ont un peu raté leur début de saison, mais il y a des choses encourageantes. Laissez-moi vous dire les équipes qu'ils ont affrontées. Toulouse. Bon, ils ont affronté Toulouse au mauvais moment pour le coup. C'était le Toulouse du tout début de saison qui marchait un peu sur l'eau. C'est grâce à ça qu'ils sont passés dans cette vidéo. Toulouse, ils passent entre les mailles du filet. Mais quand même, défaite de Nice contre Toulouse, ça, avant le début de la saison, on nous le dit, c'est pas attendu. Bref, Auxerre, Le Havre, Nantes et Brest, la défaite contre Brest, bref, et Paris FC, match nul. Attention là, il y a quand même deux équipes qui sont remontées de Ligue 2. Il n'y en a aucune, sans manquer de respect à Toulouse et au Paris FC, qui sera européen la saison prochaine, je pense, d'après mon avis. Qu'est-ce que ça va être quand Nice va affronter des clubs européens? En fait, on peut légitimement se poser la question. Euh, en... Comment c'est possible de perdre contre Brest de cette manière-là? Je reviens sur ce match-là parce qu'il m'a choqué. Ils ont pris 2 buts coup sur coup. Alors Brest fait un super match, hein, faut pas leur enlever ça. Mais ils prennent 2 buts coup sur coup en 5 minutes, 10 minutes. Il faut se concentrer. J'ai l'impression qu'en fait, il y a un manque de volonté, de concentration, je sais pas, certains, on a l'impression qu'ils n'ont pas envie d'être là. Il y a quelques rayons de soleil. Quand même, hein, tout n'est pas à jeter. Moi, j'aime bien Van Noot au milieu de terrain quand même. Je trouve qu'il apporte de la qualité. Et le milieu de terrain à Nice, c'est pas là où j'ai envie de tirer le plus. Jérémy Boga, je trouve qu'il se donne un maximum.
Terem Mofis, il fait un bon retour. Sauf que quand on apprend que la semaine dernière, lui aussi, il était en retard avec Jonathan Klaus, bon bah, tu te doutes quand même de son investissement. Donc voilà, c'est clair que Nice, je leur en veux un peu. Euh, et j'attends une réaction de leur part, que ce soit, bah, ça passe par aussi des victoires en compétition européenne. On va pas s'attarder sur le match contre la Roma, en plus qui n'était pas mauvais en soi. Mais en Ligue 1, déjà, il faut aller prendre les points là, le calendrier, il va commencer à être sévère, hein, vu les équipes qu'ils ont affrontées, bah, on se doute qu'après le calendrier va être sévère. Là, l'enchaînement de Nice pour le mois d'octobre. Donc, je rappelle, ils sont 12e, ils ont 7 points, si je dis pas de bêtises. L'enchaînement, écoutez-moi bien. Ils vont à Monaco ce week-end. Déjà, ils vont en Turquie jouer le Fener demain. Ou aujourd'hui, à l'heure où cette vidéo sort. Demain, quand je tourne. Ils vont à Monaco le week-end d'après, qui sera pas le week-end d'après, qui sera dans 2 semaines, parce qu'il y a la trêve internationale. Ils reçoivent Lyon. Ensuite, ils vont jouer le Celta Vigo en semaine. Ils vont à Rennes. Ils reçoivent Lille. Et le 1er novembre, ils se déplacent au parc. Donc les prochains matchs de Nice, ce sont que des équipes européennes. 7 points contre 6 équipes non européennes, c'est combien à la fin du... Alors, c'est combien de points au début du mois de novembre? Faisons les pronostics. Contre qui Nice prend des points en octobre? On verra. Ça va être quelque chose à suivre. J'ai un peu peur pour eux. Honnêtement, ça va pas du tout. Il y a des choses qui m'inquiètent. Et, euh, et ouais, hâte de suivre ça parce qu'il y a vraiment un problème qui va devoir être géré s'ils veulent relever la barre. Euh, voilà pour Nice. Désolé aux supporters niçois, mais je pense que vous serez d'accord pour dire que ça va pas bien. Ça va pas bien aussi pour Angers. Là, pour le coup, c'est plus attendu, mais Angers, déjà la saison dernière, ils font une saison un petit peu sous les radars. Ils arrivent à se maintenir, donc ça c'est très bien, hein, quand on a ces équipes-là qui ont ce budget-là, qui parviennent à se maintenir comme ça fait toujours plaisir. Mais cette saison, j'ai l'impression qu'ils sont partis sur d'autres bases, hein, malheureusement. Ils sont avant-derniers. Ils ont 5 points en 6 matchs. Donc je vous laisse faire les calculs. Ça suffit pas. Quoique, en 5 points en 6 matchs. Bon, ça peut. Ouais, on verra, mais ça peut suffire pour se maintenir à la fin de la saison. Il faut voir ce que font les autres. Mais non, là où ils vont pas pouvoir, où ça va pas pouvoir se poursuivre comme ça, et là où moi je considère ça comme un flop, parce que Angers en équipe reléguée, c'est pas un flop, hein, c'est attendu, ils vont se battre pour le maintien tout au long de la saison. Là où pour moi c'est un flop, c'est leur attaque. Là pour le coup, on a parlé d'une défense catastrophique à Metz. L'attaque d'Angers, c'est catastrophique. Ça va pas du tout. Les stats, elles sont effrayantes. Écoutez-moi bien. Angers, en 6 matchs de Ligue 1, a mis 3 buts. On est où? On est où? Comment on est une équipe de foot? On met 0,5 buts par match. Ça veut dire quoi? Ils vont finir à 15 buts, 15 buts à la fin de la saison marqués? Non, c'est pas possible. Le pire, c'est que il y a des joueurs que j'aime bien à Angers en attaque. Moi, je suis très fan. Vous savez, j'ai mes chouchous en Ligue 1. Lui, il fait partie, Prosper Peter, le numéro 9 de Angers. Il fait partie de mes chouchous. Donc moi, ça m'énerve que leur attaque, elle soit cataclysmique quand il y a un de mes chouchous, en attaque. Faut le dire, il y a des problèmes. Après, il est pas bien servi non plus. Le problème de l'attaque d'Angers, pour moi,
déjà, c'est que c'est une équipe qui joue le maintien, donc forcément, ils sont plus enclins à jouer des blocs bas, à jouer bloc bas contre la majorité des équipes. Et plus, ils ont des très très jeunes joueurs. Je crois que Prosper Peter, il est pas majeur. Faudrait vérifier. Je peux vérifier en direct d'ailleurs. Pour moi, il a 17 ans, Prosper Peter. Il est passé majeur en août 2007, 18 ans. Bon, tout va bien. Euh, Pardonnez-moi, donc 18 ans. Mais à côté de lui, on a Raoul Issoa, on a Kalumba, on a Sidiki Cherif. Ça, c'est tous des joueurs qui ont aucune expérience du haut niveau, qui découvrent un petit peu tout ça. La seule touche d'expérience, enfin, il y en a deux, c'est Louis Mouton et Imad Abdelli. Abdelli, joueur que j'aime aussi beaucoup, de par sa qualité technique, même si je trouve que de moins en moins, avant, je trouvais que quand il formait le milieu avec Ben Taleb, il y a de ça 3 ans, les deux, ils ressortaient vraiment du collectif. Après, quand Ben Taleb est parti, je trouvais qu'Abdelli, il était vraiment supérieur à tous ses coéquipiers et ça se voyait qu'il évoluait dans une équipe qui était trop faible pour lui. Là, maintenant, cette saison, j'ai un peu plus de mal à affirmer ça. Il est moins rayonnant, même si je le trouve quand même intéressant. Il a moins de rayonnement et du coup, il arrive moins à servir ses partenaires et du coup, bah, les attaquants, ils se retrouvent à défendre tout le temps. Donc au final, ils attaquent jamais et ils marquent jamais de but. Donc, donc voilà, les buts souvent qu'ils mettent, c'est pas des exploits individuels, mais c'est des différences qui sont faites individuellement et pas collectivement. La ligne d'attaque, elle a tendance à changer beaucoup aussi et donc ils ont du mal à se trouver. Voilà, Angers, va falloir trouver des solutions, même si je pense que je sais pas, pour moi, il y a des équipes, par exemple à Metz, où à Metz avec la défense, où pour moi sont les joueurs qui ont pas forcément le niveau d'évoluer en Ligue 1 et le niveau de tenir une défense en Ligue 1. Ouais, j'ai du mal à dire que les joueurs de Angers, les attaquants d'Angers ont le niveau pour tenir une attaque en Ligue 1, mais il y a quand même des. En fait, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire à ces promesses-là, à ces Prosper Peter, à ces Sheriff, à ces, à ces Kalumba. C'est des jeunes joueurs et j'ai envie d'y croire. Même si pour le moment, c'est vrai qu'il n'y a pas moyen de tenir une attaque en Ligue 1. Mais avec un peu de travail, avec un peu d'automatisme développé, je me dis que ça peut le faire, moi. Voilà, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, et peut-être que la suite de la saison me prouvera que j'ai tort d'y croire. Mais voilà, moi j'ai vu de la qualité technique. Tactiquement, ça manque encore de rodage parce que j'ai l'impression qu'ils font que défendre. Et ensuite, dès qu'ils sortent, ils se retrouvent sur des îles désertes, un peu les attaquants. Donc ça, c'est compliqué. Il faudrait peut-être se rapprocher les uns des autres et développer des automatismes. Mais voilà. Angers, l'attaque d'Angers, elle est un peu à vomir en ce moment, on va pas se le cacher. Mais j'ai des bons espoirs et je leur souhaite de, de progresser ensemble. Parce que individuellement, je pense qu'ils ont des belles qualités. Euh, il y a une autre attaque qui me turlupine, si je puis me permettre. C'est l'attaque de Rennes. Euh, alors, est-ce que le flop, il est pour l'attaque de Rennes ou il est pour Rennes en général? Ce serait dur de dire pour Rennes en général. Mais en même temps, est-ce qu'ils répondent vraiment aux attentes qui étaient là en début de saison? Je sais pas. Je rappelle, là, ils sont 8e avec 9 points. Il y a deux victoires, 3 nuls et une défaite. Donc ça, c'est pas mal quand même. Ils arrivent à pas perdre énormément de leurs matchs. Mais bon, il y a quand même que 7 buts marqués en 6 matchs. Merci
Et bravo pour le recrutement d'Esteban Le Paul, parce que il plante pas mal. Je crois qu'il est à 2 buts ou 3. Laissez-moi vérifier ça. Esteban Le Paul. Euh, 2 buts, ouais, c'est ça. Au-delà de ses buts, il est vraiment très intéressant dans le jeu. Et la paire qui forme avec Mbolo, bah, du coup, on peut légitimement se demander est-ce que c'est vraiment la bonne utilisation d'Esteban Le Paul et de Brel Mbolo qui est faite par Habib Beye depuis le début de la saison. C'est une équipe qui joue beaucoup en 3-5-2, Rennes depuis le début, avec du coup des pistons, Quentin Merlin et Frankowski notamment, et avec 2 attaquants de pointe, Le Paul et Mbolo. Très bon début de saison de Le Paul, aucun but marqué par Mbolo, ça fait un petit temps qu'il n'a pas marqué quand même Mbolo en Ligue 1. Donc ça c'est un peu plus inquiétant, un peu plus de doute sur ça. Il y a un bon début de saison aussi de Ludo Blas euh, avec Rennes. Mais je me demande si Habib Beye il a trouvé la bonne formule ou pas. Moi, j'ai pas l'impression que le 3-5-2 avec Blas et avec Mbolo et Le Paul, ce soit ce qui leur correspond le plus. Bah, vous savez, je suis pas non plus fan des attaques à 2 attaquants, 2 attaquants de pointe, je veux dire. Et là, je sais pas. Chaque fois que je les vois sur le terrain, il y a de la complémentarité, mais je me dis peut-être que l'un sans l'autre, ce serait plus efficace. Et puis il y aurait peut-être aussi moyen d'aligner du coup des joueurs un peu plus percutants, comme Blas, comme Tamari, comme alors, ouais, c'est ça. Pourquoi pas avoir ces joueurs-là un peu plus régulièrement si on met un des 2 attaquants sur le banc. Il y a aussi le jeune Kader Meïté qui avait fait des gros dégâts face à Lyon. Mais par exemple, face à Lyon, ils sont obligés d'attendre que Morton y prenne un rouge complètement débile pour arriver à marquer. Après Lyon, super défense, mais ils ont failli pas s'en sortir. Le match aussi contre Lens. Lens qui est réduit à 10 au bout de 1 minute. Jonathan Grady prend le carton rouge, première action. Et pendant 90 minutes, Rennes n'a pas su marquer un but. Et même, ils ont été mis en danger tout au long du match. Et on se demandait est-ce que Lens est à 10 ou bien non. Ou bien Pierre Sage a mis un 11e joueur et l'arbitre ne l'a pas vu. Mais voilà, à quel moment tu te retrouves à. Ça peut arriver, hein, mais ouais, moi ça me dérange quand tu te retrouves à 10 contre 11 de pas réussir à vraiment mettre une grosse pression sur les cages adverses. Euh, Il y a peut-être un souci aussi de projection des milieux de terrain. Je sais que Seko Fofana, dans ses grandes années, il avait ces qualités-là de projection. Maintenant, actuellement, en 2025, est-ce qu'il est encore capable de faire ça? Valentin Rongier, pour moi, c'est pas forcément ses qualités de se projeter autant. Diawy Cissé, c'est encore un jeune joueur, on peut pas lui demander de jouer le rôle d'un 3e attaquant. Donc voilà, je sais pas. Est-ce que c'est la meilleure animation possible? Est-ce que c'est là où les joueurs se sentent le mieux pour développer leur jeu? Faudrait leur demander, mais de ce que je vois, moi, je pense qu'il y a mieux à faire. Et c'est pour ça que je choisis de mettre l'attaque de Rennes dans mes flops. Désolé, Ami René, je pense que ouais, le début de saison, il est en demi-teinte. Il y a vraiment des bonnes choses qui sont ressorties et des fois, il y a des trous d'air. Il y a des matchs qui sont pas concluants. Euh, des fois, ils s'en sortent bien aussi. Le match contre Nantes, il doit être tué à la mi-temps. Au final, ça fait 2-2. Le match contre Angers, ils, ils subissent le match nul. Euh, ouais, va falloir faire mieux dans la suite de la saison. Mais je crois en Habib Beye pour. Enfin, non. Je crois en la qualité des joueurs pour être plus efficace et marquer plus de buts. Euh,
à voir si Habib Beye il est capable de trouver les bons ajustements, en fait, tout simplement. Un autre entraîneur sur lequel j'ai des questions, et je finirai par là, c'est Adi Hütter, du côté de Monaco. Alors, désolé, amis monégasques, vous êtes à 12 points au bout de 6 journées. Vous êtes dans les flops quand même. Voilà, désolé. C'est malheureux, mais j'avais envie de parler de vous, donc vous passez à la casserole. Non, le flop, il n'est pas dans l'équipe de Monaco qui tourne voilà, plutôt bien. Mais je pense que vous me voyez venir si vous suivez un petit peu la Ligue 1. On fait quoi de la défense? C'est-à-dire que Monaco, je sais pas, on pourrait revenir en arrière sur les saisons précédentes. Ça fait combien de saisons que Monaco n'a pas une défense potable? Juste potable. J'aimerais bien savoir, honnêtement, cette saison, la défense. Bah, après, on reviendra plus tard sur les excuses qu'ils peuvent avoir. Mais là, ils ont pris 10 buts en 6 matchs. Tu prends un but à tous les matchs, déjà, ça, il n'y a pas de. Il y a pas moyen de moyenner. Dès que tu joues Monaco, c'est open bar. On a tenté des défenses à 4, des défenses à 5, on ne sait pas où ça va. Là où j'ai un problème avec Adi Hütter, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des joueurs qui régressent. Thilo Kehrer, la saison dernière, c'était un patron de défense. Cette année, je ne sais pas ce qui lui arrive, mais j'ai l'impression qu'il est, il est mal dans ses baskets, le garçon. Ça va pas fort, Thilo Kehrer, cette saison. Et la défense de Monaco, elle en pâtit. Ils ont recruté Eric Dyer. Grand respect, merci pour le penalty transformé contre Manchester City là, mercredi soir. Maintenant, est-ce que Eric Dyer, défensivement, parce que moi j'aime beaucoup, à la limite on le met, après il n'y a plus le coffre, je pense, mais, en sentinelle au milieu, parce que pour tenir une défense centrale, je lui donne pas les clés du camion à Eric Dyer. Après, il y a du Mawissa, il y a des joueurs comme ça qui sont alignés, ça change beaucoup. On ne sait pas, à 18h, on sent qu'il aime bien son dispositif à 3 derrière avec Caio Henrique et Vanderson en piston. Sauf que Vanderson et Caio Henrique, on n'est plus en 2022-2023, les gars. Caio Henrique et Vanderson, c'est plus les mêmes. Bon là, Vanderson, il s'est blessé, je crois qu'il s'est fait le genou contre City, donc on risque de plus trop le revoir. J'ai pas vu c'était quoi l'étendue des dégâts, mais on lui souhaite un prompt rétablissement. Mais c'est vrai que j'ai du mal à les reconnaître. Là, on a eu le retour de Crépin Diatta, peut-être ça peut être une alternative. Mais est-ce qu'il faudrait pas arrêter de jouer à 5 derrière quand on a une défense centrale qui est aussi peu solide à ce point et qui, j'ai l'impression, n'est pas à l'aise à jouer à 3 défenseurs centraux et des pistons qui sont un peu comme l'ombre d'eux-mêmes et qui devaient potentiellement partir cet été, qui sont pas partis et qui sont peut-être je sais pas si c'est de l'engagement, de la volonté. J'ai pas envie de dire qu'ils sont moins engagés et ils ont moins envie d'être sur le terrain. Mais en tout cas, leur niveau, il est régressif. Aussi, là où j'en veux à 18 h après, je peux pas tirer sur l'attaque de Monaco parce que ça marque des buts. Mais moi, je continuerai à croire que le duo Biret-Balogun, c'est pas le meilleur pour eux. Akliouche, c'est moins bien que la saison dernière, mais ça reste un joueur au-dessus, donc ça tourne bien. Minamino aussi. Voilà, le problème, il est vraiment défensif. Là où on peut nuancer, c'est qu'il y a eu la perte de Singo. Il y a eu la perte de. Ah, je retrouve plus son nom. Ouais, c'est ça, la perte de Denis Zakaria.
Au milieu de terrain, il pouvait aussi dépanner en défense. Au milieu de terrain, on a aussi Lamine Camara. Mawissa, il s'est blessé. Donc il y a beaucoup de blessés dans des joueurs qui sont vraiment potentiellement utilisables par 18 heures. Mais quand même, ça excuse pas. Ils ont pris combien de buts contre Lorient là. Ils ont pris 3 buts contre Lorient. Ils ont pris quand même 2 dans la victoire contre Metz. Ils en mettent 5, mais ils en prennent 2 contre Metz. Alors qu'on a parlé des problèmes de Metz, notamment offensifs. Non, c'est pas possible. Là, il y a quelque chose à faire. Euh, Comment tu mets 14 buts, t'en prends 10 buts en 6 matchs, c'est énorme. Donc voilà, je pense que ça, c'est le gros axe d'amélioration pour Monaco. Si elle règle ça, ça va vraiment être une équipe qui peut jouer le podium même, hein. Mais faut être plus solide défensivement. Ils ont pris combien de buts contre Bruges? Là, 4 aussi contre Bruges. Non, ça c'est pas possible. Il faut avoir une assise défensive si on veut jouer le podium en Ligue 1, c'est essentiel. Malheureusement, il y a des blessures pour Monaco, mais il faut faire avec, il faut s'adapter. Et c'est là où on attendra à 18 h dans la suite de la saison pour un petit peu régler tout ça, quoi. Donc voilà, c'était un petit peu mes 5 points majeurs sur lesquels j'avais envie de revenir, où j'étais un petit peu chafouin, un petit peu énervé parfois, mais voilà, on suivra ça de très près. Et j'espère que les équipes ou les joueurs cités dans cette vidéo me feront mentir par la suite. Très hâte de suivre l'évolution de tout ça. Euh, voilà pour moi. Très hâte de forcément nous retrouver ce week-end pour cette 7e journée de Ligue 1. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre mon Twitter que je mettrai en description. Et sinon, bah, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!